Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Impact. Sur quel thème, avec quels mots et sur la base de quel clivage la campagne présidentielle va-t-elle être conduite par la gauche ? C'est l'objet de l'étude réalisée par la Fondation Jean Jaurès que d'essayer de mieux comprendre l'opinion publique, d'en décrypter les lignes de convergence et les lignes de fracture afin de construire la stratégie de la gauche en vue de l'élection présidentielle de 2012. Gilles Finkelstein, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, est notre invité. Impact, c'est tout de suite. Gilles Finkelstein, bonjour. Bonjour Karim Aménal. Vous êtes le directeur général de la Fondation Jean Jaurès et vous êtes l'auteur d'une note sur ce que vous appelez le nouveau paysage idéologique de la France. Gilles Finkelstein, est-ce que cette note, c'est la stratégie qui va permettre à la gauche de remporter la prochaine élection présidentielle ? L'objectif qu'on poursuit quand on publie une note comme ça, quand on réalise avec Ipsos une grosse étude sur le paysage idéologique français, c'est d'essayer de savoir quel est le fond de décor d'une élection. On avait fait quasiment la même étude il y a 10 ans. Il y a 5 ans, on avait fait une étude sur les ouvriers et les employés qui avait donné lieu à une publication qui s'appelait Le Descenseur social. Et pour l'élection présidentielle de 2012, eh bien, on a fait les deux. On a fait une grosse étude sur le clivage, c'est celle que nous allons évoquer maintenant, et on a fait aussi une autre étude sur les milieux populaires et notamment sur les ouvriers qui a donné lieu à une autre publication qui s'appelle Le Point de rupture d'Alain Mergier et de Jérôme Fourquet. Parlons du clivage justement et du premier de ces clivages, le clivage droite-gauche. René Raymond avait l'habitude de dire que c'était la summa divisio de notre histoire politique, c'est-à-dire le clivage le plus structurant de notre histoire politique. Ça fait 20 ans, peut-être plus, qu'on dit que ce clivage est dépassé, plus trop d'actualité. Or, votre étude, l'étude que vous avez réalisée avec Ipsos, montre que c'est pas tout à fait vrai. Vous avez une jolie formule d'ailleurs pour expliquer la perception du clivage par les Français, de ce clivage droite-gauche. Vous dites que les Français ne sont plus croyants, mais sont encore pratiquants. Expliquez-nous. C'est vrai que René Raymond est contesté. Ce clivage, il est institutionnellement encore structurant parce qu'avec un mode de scrutin de l'élection présidentielle à 2 tours au suffrage universel direct, on se retrouve, sauf exception comme en 2002, avec un affrontement entre la gauche et la droite et donc une bipolarisation de la vie politique française. Oui, c'est la règle électorale et cette règle électorale, pour le coup, voilà, n'a jamais été électoralement, contestée. institutionnellement, il est structurant. La question, c'est idéologiquement, dans la représentation que l'on se fait de la société, est-ce que ça correspond encore à une réalité ? Et c'est ce point-là qui est contesté. Et effectivement, quand vous interrogez les Français sur le point de savoir si le clivage gauche-droite est pertinent ou s'il est dépassé, eh bien vous avez 58% des Français qui vous disent « c'est dépassé ». En réalité, ce n'est pas un phénomène nouveau, ça fait 20 ans, ça fait même presque 30 ans que l'on est sur des chiffres qui sont à peu près analogue. Vous avez un point de départ, c'est 83, c'est ce qu'on appelle le tournant de la rigueur. Alors, il y a une première inflexion, vous avez raison, qui est au moment du tournant de la rigueur, 83. Pourquoi 83 ? C'est l'irruption de l'économie et donc d'une sorte de pensée unique qui nivelle le clivage droite-gauche. C'est un moment où on a le sentiment que le clivage gauche-droite n'est plus aussi absolu que l'impression ou l'espérance que l'on pouvait avoir avant, dans les années 70 et en 1981. Donc il y a un premier point d'inflexion en 1983, et puis il y a un deuxième point d'inflexion à la fin des années 80, au moment de la chute du mur de Berlin. Qui est plus global, celui-là. Là, qui est plus global. Et depuis 1989, vous avez à peu près 55-60% des Français qui disent « c'est dépassé ». Et ça, c'est vrai, quel que soit l'âge, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, et à peu près, quelle que soit la préférence partisane. Il y a une exception, une seule, ce sont les sympathisants socialistes qui sont les derniers à considérer majoritairement que ce clivage est pertinent. Donc, plus croyants, mais pratiquants. Croyants. Alors, mais pratiquants. Pratiquants, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord que quand vous leur demandez non plus si le clivage est pertinent ou pas, mais si eux, ils acceptent de se positionner sur une échelle gauche-droite, eh bien, vous avez 75% des Français qui se positionnent. 25% qui refusent, qui disent qu'ils ne savent pas, ou qui se positionnent au centre. Mais on sait d'où ils viennent, ces 25% d'ailleurs, qui refusent de se positionner. Ils sont assez répartis. D'accord. Ils sont assez répartis. Mais les 75% qui acceptent de se positionner, c'est déjà une première réponse pour montrer qu'ils ne sont pas croyants, mais ils sont pratiquants. Et d'ailleurs, ils se positionnent
plutôt légèrement à gauche qu'à droite. C'est ce qu'on appelle les sympathisants. C'est ce qu'on appelle les sympathisants de gauche. Bon. Mais il y a un deuxième élément sur ils sont encore pratiquants. C'est lorsque vous les interrogez sur leur représentation de la société. À ce moment-là, vous voyez réapparaître sur quasiment chaque question un clivage entre la gauche et la droite. Par exemple, Lorsque vous leur demandez quelles sont leurs priorités, eh bien, vous n'avez pas les mêmes priorités selon que vous êtes un sympathisant priorité socialiste. ou préoccupation? Priorités, préoccupations, quels sont les sujets qui leur paraissent les plus importants? L'emploi, la sécurité sociale, Alors, etc. Tout le monde dit, ou à peu près, le chômage et le pouvoir d'achat. Mais en revanche, quand on est un sympathisant de gauche, on dit les inégalités sociales, massivement. Quand on est un sympathisant de droite, on dit la sécurité, massivement. Et que d'ailleurs, quand on est un sympathisant du Front National, on dit l'immigration encore plus massivement. Donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, quand vous demandez aux Français ce qu'ils pensent de la manière dont fonctionne la société. Est-ce que la manière dont elle fonctionne permet de réduire les inégalités ou pas? Eh bien, pour 62% des électeurs de gauche, des sympathisants de gauche, la société ne permet pas de réduire les inégalités. Le même chiffre, 62% des sympathisants de droite, dit soit ça permet de réduire, soit ça n'aggrave pas, mais en tout cas, ils sont plutôt satisfaits de la manière dont fonctionne la société. On peut multiplier à l'envi les exemples. J'en prends encore un dernier. La question, qui est une des questions qui taraude la société française, qui est celle de l'assistanat. On sait que le mot assistanat est un mot qui est massivement rejeté, et donc volontairement... Rejeté par qui? Rejeté massivement. Les sympathisants de droite et de gauche? De droite et de gauche. Par l'ensemble des Français? Par l'ensemble des Français, et notamment par les milieux populaires. C'est ce qu'on avait vu il y a 5 ans quand on avait publié le Décenseur social. Quand la spirale dans laquelle vous vous situez n'est plus une spirale ascendante, mais une spirale descendante. C'était le sens du décenseur social. Ce qu'on appelle le déclassement. Quand on regarde vers le bas, la figure que l'on rejette le plus, c'est celle des assistés. Et c'était donc un mouvement qui était déjà massif il y a 5 ans. Donc ça, c'est la toile de fond. Mais on a posé une question de manière un peu dure, qui est: est-ce que vous considérez que notre société évolue vers trop d'assistanat, ou au contraire qu'il n'y a pas suffisamment de solidarité envers ceux qui en ont besoin? Eh bien, posé comme ça, vous avez une opinion qui est partagée et qui est clivée. Les sympathisants de droite, très massivement, plus de 70%, disent qu'il y a trop d'assistanat. Les sympathisants de gauche disent, avec une majorité nette, plus de 60%, il n'y a pas assez de solidarité. Qu'est-ce que ça implique en termes de stratégie pour le candidat de la gauche, le candidat du Parti socialiste notamment? Est-ce que ça veut dire qu'il doit se repositionner à gauche, qu'il doit montrer à ses électeurs potentiels qu'il est vraiment de gauche? Alors, ça ne veut... Moi, je tire 2 conclusions en termes stratégiques de cette étude sur ce point précis. La première, c'est que invoquer la gauche comme ça, de manière un peu in abstracto, que ce n'est plus un élément mobilisateur quand vous avez 60% des électeurs qui considèrent que le clivage est dépassé. En revanche, lorsque on voit que la question de l'égalité, de la solidarité reste aussi structurante, ça veut dire que c'est un ressort sur lequel non seulement on doit s'appuyer, mais sur lequel je crois qu'il faut s'appuyer. Il y a un autre clivage, c'est le clivage ouvert-fermé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce clivage et notamment sur son actualité? Alors, on est passé par 2 filtres. Le premier, c'est le rapport à l'extérieur, le rapport à la mondialisation. Et donc sont fermés ceux qui redoutent les effets de la mondialisation, sont ouverts ceux qui ne les craignent pas. Et puis il y a un deuxième critère qui est un critère plus interne, c'est ceux qui considèrent que l'immigration fait partie des principaux problèmes de la France, et donc sont fermés ceux qui, à la fois, redoutent les effets de la mondialisation et placent l'immigration comme un des principaux problèmes de la France. Et à l'inverse, sont ouverts ceux qui ne redoutent pas les effets de la mondialisation et qui n'ont pas de problème avec l'immigration. Est-ce que ce clivage est actuel? Alors, ce clivage est actuel. Évidemment, ça ne concerne pas la totalité des Français, puisque vous avez pratiquement la moitié des Français qui ne répondent qu'à l'un des 2 critères. Mais vous avez 50% des Français qui se séparent entre ouverts et fermés, et on voit des vraies différences entre les uns et les autres. Par exemple, dans le rapport à l'avenir, dans le rapport au changement, les ouverts sont beaucoup plus réformistes
que les fermés qui se réfugient davantage dans le passé ou ont davantage envie que l'on revienne en arrière. Quand vous regardez les mots qui sont importants pour les ouverts et les mots qui sont importants pour les fermés, on voit que ce ne sont pas les mêmes. On y reviendra. Les mots pour les fermés, c'est la nation, c'est l'ordre, c'est l'autorité. Les mots pour les ouverts, c'est la tolérance, c'est la solidarité. Et quand vous leur demandez de s'auto-positionner sur l'échelle gauche-droite... Oui, c'est ça. Ça a l'air de recouper, d'après ce que vous dites, ça a l'air de recouper le clivage en partie, droite-gauche. C'est-à-dire que les fermés sont assez nettement auto-positionnés à droite. Dans une moindre mesure, les ouverts sont plutôt positionnés à gauche. D'accord. Et là aussi, en termes de stratégie, quelles conclusions opérationnelles est-ce que vous en tirez? Est-ce que ça veut dire que, par exemple, par rapport à la mondialisation, on sait à quel point le discours d'Arnaud Montebourg sur la démondialisation a séduit un certain nombre d'électeurs socialistes, de sympathisants socialistes pendant les primaires, mais est-ce que ça veut dire que le candidat du Parti socialiste doit plus parler de mondialisation, moins parler de mondialisation? Alors, il ne peut pas éluder la question de la mondialisation qui est omniprésente dans la tête des Français et qui leur pose la question de la place de notre pays dans les 10, dans les 20 prochaines années. Donc cette question-là, elle ne peut pas être éludée. On a publié il y a quelques jours un autre sondage qui était un sondage réalisé en même temps en France et en Allemagne sur la perception de la crise. Et on avait posé une question justement sur le protectionnisme, où on voyait une différence très forte de sensibilité entre les deux pays, où vous aviez des Français à 68% qui disaient qu'ils souhaitaient que soient prises des mesures d'augmentation des droits de douane pour protéger notre économie. Dans le même pourcentage, 68%, les Allemands rejetaient une telle proposition. Ça ne veut pas dire que le candidat socialiste doit s'engager dans la voie du protectionnisme. Il y a plusieurs réponses possibles à apporter à la mondialisation. Il y a une réponse défensive qui est celle-là. Il y a une réponse offensive qui est celle d'avoir une politique industrielle qui soit plus allante que celle que nous connaissons aujourd'hui. Gilles Finkelstein, on comprend bien que pour construire une stratégie électorale qui permette de gagner des élections, il faille prendre en compte les clivages, les préoccupations, les priorités des Français, et en particulier de ceux qui ont plutôt vocation à voter pour le candidat qu'on défend. Mais jusqu'où il faut aller dans la prise en compte de ces aspirations, de ces préoccupations? Où est-ce qu'il faut placer le curseur? Un exemple, dire si on considère, d'après tel ou tel sondage, par exemple, que les sympathisants de la gauche, ou de la droite d'ailleurs, craignent l'immigration, est-ce que ça signifie que le candidat de tel ou tel parti ne doit pas parler d'immigration, par exemple? Où est-ce qu'on place le curseur dans cette construction d'une stratégie électorale? Alors, vous avez raison, c'est une question de curseur. Moi, ma conviction profonde, c'est que dans une société qui exprime aujourd'hui des demandes qui sont extrêmement contradictoires, un candidat, il doit être dans une stratégie d'offre. Il doit avoir un projet, le porter, le défendre et emporter la conviction des Français qui s'interrogent aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, sur le destin de notre pays et leur propre sort. Et donc, il faut être dans une stratégie d'offre et pas dans une stratégie de segmentation où on s'adresse à telle ou telle catégorie. Ce qu'on appelle les milieux populaires, c'est-à-dire les catégories modestes, les ouvriers et les employés, ont toujours été au cœur du discours et de la stratégie de la gauche. Or, cet axiome, assez fondamental, a été récemment remis en cause par une étude du think tank Terra Nova, qui considère, à travers son directeur Olivier Ferrand, en gros, que la stratégie de la gauche doit être centrée non plus sur ces milieux populaires, mais sur ce qu'il appelle la France de demain, c'est-à-dire les femmes, les minorités, les jeunes, les diplômés, etc. Dans votre note, vous défendez une position diamétralement opposée. Pour vous, il ne faut pas délaisser, abandonner les milieux populaires. Expliquez-nous pourquoi. Alors d'abord, il y a un point commun dans l'analyse avec la note qui a été publiée par Terra Nova et par Olivier Ferrand, c'est que les ouvriers ne votent plus ou ne se reconnaissent plus spontanément, majoritairement dans la gauche. Ça, c'est une réalité. C'est ce qu'on appelle la tentation frontiste, mais pas que frontiste d'ailleurs. On sait qu'ils ont été assez majoritaires, je ne sais pas, mais en tout cas assez nombreux à voter pour Nicolas Sarkozy en 2007, par exemple. Alors, quand on regarde d'ailleurs, c'est très intéressant ce que vous évoquez, c'est que
l'idée selon laquelle les milieux populaires, les ouvriers, naturellement, mécaniquement, voteraient à gauche est un mythe. C'était vrai en 1981 ou en 1988, où ils ont voté pour François Mitterrand, mais ils ont voté Jacques Chirac en Depuis 1995, c'est plus vrai. 1995. Ils ont voté en 2002 beaucoup pour Jean-Marie Le Pen au premier tour. Et en 2007, ils se sont partagés à peu près à parts égales entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Comment vous expliquez ça ? C'est un électorat qui est beaucoup plus mobile que le reste de l'électorat, et c'est pour ça d'ailleurs que ça constitue un enjeu électoral, un enjeu tactique, un enjeu stratégique absolument déterminant, d'autant plus que contrairement au discours que l'on entend souvent sur le déclin de la classe ouvrière qui n'existerait plus, vous avez encore dans ce pays 13 millions de milieux populaires, employés et ouvriers sur 43 millions d'électeurs. Donc c'est un enjeu absolument majeur. Et un enjeu électoral pour la droite comme pour la gauche. Absolument. Et là-dessus, il y a un point commun dans l'analyse que nous pouvons faire, Olivier Ferrand et moi-même. Là où on peut se différencier, c'est sur les conclusions qu'on en tire. Olivier Ferrand évoque ce que vous dites, c'est-à-dire la France d'hier et la France de demain, les ouvriers appartenant à la France d'hier. Ma conviction est que la gauche ne peut pas abandonner les milieux populaires. Pourquoi ? Alors, il y a les mauvaises raisons, celles que j'évoquais. Un électorat substantiel. C'est que c'est un enjeu. Mais enfin, quand vous vous présentez à une élection, généralement c'est pour gagner. Et donc, tant qu'à faire, il faut regarder où il y a des électeurs. Et 13 millions de milieux populaires, 15 millions de seniors, les grandes masses, elles sont quand même là. On y reviendra sans doute. Mais au-delà de cette mauvaise raison-là, enfin qui n'est pas une si mauvaise raison que cela, il y a, je crois, une bonne raison. C'est que la mission fondamentale de la gauche, c'est d'être aux côtés de ceux qui sont le plus dans la difficulté. Et quand vous regardez l'évolution de la situation des ouvriers, des employés depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans, eh ben, ce sont eux qui sont le plus dans la difficulté. Et donc la mission de la gauche, c'est d'être à leur côté. Et d'ailleurs, je crois que c'est possible et que cette idée selon laquelle tous les ouvriers, tous les milieux populaires auraient basculé vers Marine Le Pen ou vers la droite est une idée qui est fausse. Les employés ne pensent pas exactement la même chose que les ouvriers, ils sont davantage à gauche. D'ailleurs, elles sont davantage à gauche parce que ce sont plutôt des femmes. Et même parmi les ouvriers, les choses sont beaucoup plus partagées que ça, et je crois qu'ils sont les uns et les autres dans une attente vis-à-vis des projets qui leur seront présentés. Et donc, il faut évidemment leur parler, y compris de la mondialisation qu'ils redoutent. Vous évoquiez le cas de ce qu'on appelle les seniors, les plus de 60 ans, qui représentent aussi un électorat tout à fait substantiel. Je crois que c'est 15 millions de Français qui ont plus de 60 ans en âge de voter, mais qui eux aussi, pour le coup, votent. Et alors là, votre l'étude que vous avez réalisée avec Ipsos le montre et le démontre, s'il en était besoin, votent massivement pour la droite. Comment est-ce qu'on peut conquérir, ou reconquérir peut-être, cet électorat, les 68ards, les seniors, peu importe comment on les appelle, alors même qu'eux semblent bien décidés à ne pas voter pour la gauche? Alors, c'est un peu moins clair que ça, mais vous avez raison. La question qu'on s'est posée, au fond, elle est très simple. Les soixantenaires d'aujourd'hui, les nouveaux soixantenaires, ce sont les anciens 68ards d'hier. Et donc, on voulait savoir si, entre l'âge et la génération, il y en a un des deux qui l'emportait. Et la réponse est que oui, c'est l'âge qui l'emporte, et que les seniors d'aujourd'hui sont sont même nettement plus à droite que le reste de la population. Ça reste aujourd'hui d'ailleurs le seul socle électoral de Nicolas Sarkozy. Quand vous regardez les intentions de vote qui sont publiées ces derniers jours, le seul électorat dans lequel il réalise des scores importants, ce sont les seniors. Donc ça, c'est une réalité, et il s'auto-positionne, pour ne prendre que ce seul exemple, 10 points de plus à droite que le reste de la population. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qu'est la hiérarchie de leurs priorités, on voit que c'est des thèmes sur lesquels la crédibilité relative de la gauche est plutôt plus faible. L'immigration, la sécurité, les déficits publics, même si l'action du président de la République peut évidemment être contestée. Donc cet électorat-là, effectivement, est un électorat qui est plutôt un électorat de droite. Mais vous l'avez dit aussi, 15 millions de seniors, un électorat qui vote
beaucoup plus que le reste Ça ne s'abandonne de pas. l'électorat. Non seulement ça ne s'abandonne pas, mais ça se cultive. Il faut aussi leur parler. Il n'est pas plus question d'abandonner les seniors que d'abandonner les milieux populaires. Et donc, je crois que, paradoxalement, l'idée, le thème de François Hollande, La jeunesse. la jeunesse, Vous avez une jolie formule, vous dites qu'il faut parler non pas aux jeunes, mais parler des jeunes. voilà, c'est Sur pas les un jeunes ou discours des jeunes. à la jeunesse qu'il faut faire, c'est un discours dans lequel peut se reconnaître l'ensemble de la société. Ben, les seniors, ce sont des parents et des grands-parents qui sont concernés aussi par le sort de la jeunesse. Dans le domaine économique, votre étude montre que les sympathisants socialistes, là encore, contrairement à une idée reçue, ne veulent pas, premièrement, ne veulent pas payer plus d'impôts, et deuxièmement, sont assez majoritairement favorables à une réduction des dépenses publiques. Comment est-ce que vous expliquez ça, ce comportement assez conservateur sur un plan économique des sympathisants socialistes? Alors d'abord, la première conclusion, c'est que la question de la dette et des déficits est devenue une préoccupation de l'opinion. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans, ça commençait légèrement à être le cas il y a 5 ans. Aujourd'hui, c'est une préoccupation massive et c'est une proportion très marginale de la population qui considère que, en gros, on cherche à nous faire peur avec la question de la dette et des déficits. 15%. Le reste considérant que soit c'est une priorité absolue, soit c'est une priorité parmi d'autres, mais tout le monde considère que c'est une priorité. Tout le monde, tous les Français. Tous les Français. En revanche, quand on regarde les modalités pour réduire la dette et les déficits, qu'est-ce que l'on constate? D'abord que 80%, donc c'est massif, et quand vous êtes à 80%, ça traverse là aussi toutes les strates d'âge, tous les clivages politiques et tous les clivages socio-professionnels. 80% disent d'abord réduire les dépenses publiques. Deux idées reçues, là encore, que votre étude bat assez massivement en brèche. C'est premièrement l'idée que les Français seraient déclinistes et deuxièmement l'idée qu'ils seraient conservateurs. Donc, selon vous, selon votre étude, selon le sondage, les Français sont plutôt réformistes et les Français croient plutôt en l'avenir ou plutôt dans le destin de la France. Expliquez-nous ça. Alors, c'est vrai sur le déclinisme. Cette idée reçue, c'était la France qui tombe de Nicolas Bavrez, oui. Elle n'est pas partagée par l'opinion. Il y a Dans quelle proportion ? Énormément d'inquiétude, énormément de défiance, on le sait. En revanche, à la question de savoir si le déclin est inéluctable... Le déclin, c'est-à-dire par rapport aux pays émergents, notamment. Y compris, alors là c'est formulé dans la question, y compris par rapport à l'émergence de ces pays-là, eh bien vous avez 71% des Français qui disent le déclin n'est pas inéluctable. Donc ça, c'est une première surprise. Sur le deuxième point, les choses sont un peu plus complexes. Les Français ne sont pas conservateurs. Vous n'avez que 28% des Français qui disent qu'il faut laisser les choses dans leur état actuel. Ça veut dire, conservateur, ça veut dire qu'ils seraient hostiles au changement. Voilà. C'est ça. En revanche, sur quel type de changement, là, les choses sont plus complexes. Parce que vous avez 40% des Français qui disent il faut transformer la société en profondeur ou radicalement, ce qu'on appelle les réformistes. Mais vous en avez 29% qui disent qu'il faut revenir en arrière sur certaines choses. C'est ça le changement pour eux. Ceux que l'on appelait jadis les réactionnaires. Même si je ne suis pas sûr que cette terminologie soit encore pertinente aujourd'hui, vous avez notamment les milieux populaires qui sont les plus nombreux à considérer qu'il faut revenir en arrière. C'était mieux avant. Ah oui, nostalgique. Nostalgique, c'est pas de la nostalgie, c'est de la réalité, c'est que leur situation, elle était sans doute moins difficile avant et qu'ils préféraient que la situation soit moins difficile. Pour finir, vous avez enquêté également sur les mots qui marquent idéologiquement les Français. Il y a des mots qui sont ainsi valorisés par la droite et d'autres qui sont valorisés par la gauche. Quels sont les mots qui sont importants pour les sympathisants de gauche aujourd'hui ? La conclusion à laquelle on arrive, c'est qu'il y a un mot, le mot le plus important, c'est un mot qui n'est ni de gauche ni de droite, c'est le travail. Mais qu'en revanche, tous les autres mots qui sont considérés comme importants, ce sont plutôt des mots de gauche. Et donc ça, c'est un élément sur ce paysage idéologique français qui est plutôt encourageant pour la gauche et pour François Hollande. Ces mots, ce sont la solidarité, la tolérance, les services publics, des mots que les Français considèrent comme étant plutôt de gauche et qu'ils considèrent comme étant très importants, avec un autre mot, qui est le mot respect. On demande aux Français une société qui irait mieux, ça serait une société avec plus de quoi ? Eh bien, le premier mot qu'ils utilisent, c'est le mot de respect. Respect, solidarité, voilà déjà, non pas un programme, mais un début de programme. Gilles Finkelstein, merci beaucoup pour cet éclairage. Je rappelle le titre de la note que vous publiez à la Fondation Jean Jaurès, « Avant la vraie bataille, le nouveau paysage idéologique de la France ». À bientôt dans Impact pour un nouvel échange.